On est rendu au 20e épisode et aujourd'hui on va voir énormément de choses sur le portefeuille. Je pense que l'épisode va être un peu long, mais on va voir des trucs quand même sympathiques. Je vous fais un petit sommaire, tiens, je pense pas toujours à faire un petit sommaire. On va reparler un petit peu de ma position short sur Berachain, et là si vous avez l'œil, vous voyez que je ne suis pas sur le graphique de Berachain, on va vite voir pourquoi. J'ai ouvert une petite position un peu dégène sur un yield token. Très récemment, je vous ai sorti un premier tutoriel sur la chaîne YouTube à propos de Pendle. La suite arrive bientôt, ce sera la prochaine vidéo normalement après cet épisode du journal DeFi. Donc vous voyez ce passage là un peu comme une mise en bouche autour des yield tokens. Ensuite, il va falloir que je revienne sur la blockchain Etherlink. J'ai un petit souci, on va dire, avec ma stratégie. Rien de très grave, mais vous allez comprendre qu'il vaut mieux que je ne tarde pas trop à mettre à jour ma stratégie. Ensuite, j'irai enfin passer la dernière transaction pour récupérer mes liquidités sur le Vault de Lombard et Berachain. D'ailleurs, j'ai récupéré une somme astronomique de tokens Bera, hein. Pour rappel, j'ai bloqué 3000 $ de Bitcoin pendant quelque chose comme 4 mois facile, et j'ai récupéré 9-10 tokens Bera. C'est super, hein. C'était pas une très bonne affaire. Et on terminera la vidéo par une deuxième mise en bouche, j'ai envie de vous dire, autour des yield tokens, parce qu'il y a une petite stratégie que j'ai envie de faire autour du yield token sur le GUSDC. On va voir en quoi c'est intéressant et on va voir surtout comment je vais mettre ça en place. Avant de commencer, un petit mot rapide sur le portefeuille de la chaîne YouTube. Pour ceux qui suivent l'aventure depuis un petit moment, vous savez que j'ai commencé cette année avec à peu près 15 000 $ sur le portefeuille, mais si on revient vraiment au tout début de cette série, ça revient à début 2022, tout début janvier 2022, et j'avais même commencé l'aventure avec 5 000 $. Depuis, j'ai pas réinjecté des liquidités sur le portefeuille, hein, c'est vraiment que les liquidités qu'il y a depuis le début. J'ai eu de la chance avec les airdrops pendant certains moments, j'ai eu plein de mésaventures aussi en 2022 où j'avais perdu de l'argent sur des protocoles, 1000 $ sur un bridge. Voilà, il s'est passé pas mal de choses sur la chaîne YouTube, et là je vais faire un petit point rapide sur le portefeuille pour montrer un truc. Je sais que j'ai mes biais baissiers en ce moment, et malgré que j'ai mes biais baissiers, je prends pas tant de positions à la baisse que ça. J'essaye de garder un portefeuille relativement safe, on va dire. Franchement, là, on peut pas dire que je prends du risque, hein. J'ai quand même 50% de Bitcoin et un tiers du SDC dans ce portefeuille, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est Ethereum. J'ai commencé l'année avec moins d'Ether que ce que j'ai actuellement. Je me souviens plus quand exactement, mais on avait eu une baisse sur Ethereum et j'en avais racheté. Je crois que c'était vers 2800 $, quelque chose comme ça. Je me souviens plus du tout du prix, mais c'est pas le sujet. De base, j'avais de l'Ether sur ce portefeuille, mais c'est uniquement des tokens que j'ai récupérés en convertissant des airdrops. Donc j'ai toujours considéré ça comme 100% de la plus-value, donc comme si j'avais récupéré les Ethers, comme si je les avais acquis à zéro. Donc là, sur mon portefeuille, c'est pas entièrement vrai ce qu'il y a sur mon suivi. Il y a écrit que je suis en perte sur Ethereum. En théorie, je suis pas en perte sur Ethereum, mais depuis le début d'année, depuis que j'ai rééquilibré ma position, je suis en perte. Ça veut dire que depuis janvier, Ethereum, hein, malgré que ces derniers jours il est bien rebondi, il est toujours dans le rouge sur mon portefeuille. Et en plus de ça, j'ai renforcé ma position il y a pas si longtemps. Donc je veux pas faire l'anti-Ether ou quoi que ce soit. Si j'étais vraiment anti-Ether, j'en aurais plus du tout dans mon portefeuille. C'est cool, ça remonte en ce moment, ça remonte même fort du côté des altcoins. Alors peut-être que je suis dans le faux, que je suis complètement dans le déni, et que on va l'avoir ce bull run, qu'on va avoir une belle phase sur les altcoins et compagnie. Et je le souhaite à tous ceux qui sont exposés et tous ceux qui espèrent ça. Mais je garde mes billets quand même plutôt baissier sur l'ensemble du marché à part Bitcoin, éventuellement Ethereum. Donc là, j'en profite, j'enchaîne directement avec ça. Actuellement, j'ai une position à la baisse sur le portefeuille. Je crois que ça doit être le premier short que j'ouvre sur cette série de vidéos depuis 2022. Donc c'est quand même pour montrer que malgré que je connais l'outil, que je l'ai déjà utilisé de mon côté avant ça, c'est pas non plus quelque chose que je m'amuse à utiliser tout le temps. Donc, est-ce que j'ai bien fait d'utiliser cet outil ? Pour l'instant, on peut pas vraiment dire que oui. Alors j'avais une belle opportunité sur Bera, hein. Je suis rentré dessus autour de 4 $, 4,40 $, et il est tombé en dessous des 3 $. J'avais moyen de récupérer une bonne plus-value à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. Forcément, Bera, il a suivi un petit peu le marché, hein. Les alts sont bien appréciés, certains beaucoup plus que d'autres. Bera, il fait plutôt partie de ceux qui sont bien appréciés. Néanmoins, il a
tellement baissé depuis que je suis rentré en short dessus que je suis encore en positif, mais à côté de ça, je mange quand même un petit peu du côté des fundings, je mange dans le sens négatif du terme, hein, puisque j'ai 13 $ de perte de ce côté-là. Petit rappel vite fait sur les fundings c'est des frais qu'on va payer ou qu'on va récupérer selon la volatilité du marché. En ce moment, il y a plus d'argent à la baisse qu'à la hausse, a priori sur Berachain, sur Hyperliquid, donc les fundings sont dans le rouge. Donc ça veut dire que si je short, je paye des frais. À l'inverse, ceux qui parient à la hausse en ce moment sur Bera, eh bien, ils récupèrent ces frais. Et sans surprise, hein, depuis que j'ai ouvert mon short, les fundings ont tendance à plutôt être dans le rouge sur Berachain, il y a plus de short que de long. Donc, bah, forcément, ça m'imprime des frais. Là, si Berachain s'amuse à rester pendant 1 mois, 2 mois autour des 4 $ et que les fundings sont toujours dans le négatif, il y a des chances que je perde de l'argent, même si techniquement mon pari reste dans le vert. Pour l'instant, Bera il est plus bas que mon prix d'entrée, mais je peux quand même perdre de l'argent à cause de ça. Donc je vais quand même surveiller ma position. Si vraiment le token ne bouge pas et que je garde mes convictions, bah, je pourrais peut-être couper ma position, hein. Si les fundings sont vraiment mauvais et que ça me fait perdre de ce côté-là, je peux couper ma position, même si j'ai encore des convictions baissières, on va dire, sur Berachain. Par contre, j'avais quand même prévu large sur Bera, j'avais mis des ordres limites. Et je me dis que j'ai peut-être pas d'intérêt de laisser mon ordre à 6 $. Je vois difficilement Bera remonter à ce niveau-là. En tout cas, même s'il remonte à 6 $, je pense pas être hyper embêté, donc je vais retirer cet ordre et à la place cet argent je vais en faire autre chose. Alors je vais pas le sortir d'Hyperliquid, je vais ouvrir 2 ordres sur un autre token et bon bah si vous avez l'œil, vous avez une petite idée de quel token m'intéresse, c'est Hyperliquid. Ah je sais, c'est un petit peu sulfureux, Hyperliquid et moi c'est toute une histoire. Alors avant de faire mes carabistouilles, je vais devoir connecter mon portefeuille, voilà je fais ma petite signature, oui c'est bien moi qui détient ce portefeuille, magnifique. Donc maintenant, j'ai récupéré mes liquidités, je suis prêt à placer mes ordres. Je vais pas rentrer tout de suite sur Hyperliquid. Je vais pas mettre un ordre en marché, rentrer à 25 $, parce que je pense que c'est une mauvaise idée de rentrer tout de suite. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Bon, c'est pas parce que depuis quelques semaines le token s'apprécie. Hein. On voit que depuis début avril, il est passé de moins de 10 $ à 25 $, ce qui est une belle remontada, mais j'ai quand même trop la sensation que cette remontée, elle est due au fait qu'il y ait pas mal de spéculation sur l'airdrop saison 2. C'est exactement pour ça, alors enfin, je saurais pas dire précisément si c'est que pour ça que ça a monté au début, mais quand on regarde les stats du côté d'Hyperliquid, ça a monté très fort après l'airdrop. Je pense qu'il y a des gens qui ont voulu anticiper trop tôt une potentielle saison 2. Forcément, il n'y a pas une news autour de tout ça, le truc a quand même été beaucoup spéculé, donc ça s'est tassé. Il y a même un moment où les vendeurs ont eu un petit peu le dessus, on va dire, sur le cours, et le token, il est redescendu quand même à 10 voire 9 $. Mais là, je suis persuadé que le prix du token hype peut remonter un peu, je pense que j'ai de la marge, donc je vais pas me précipiter, je vais pas le shorter tout de suite, je vais mettre des ordres limites. Peut-être qu'ils passeront pas, peut-être qu'ils passeront et que je me ferai liquider parce que Hyperliquid to the moon, il va aller au-dessus du BNB. Voilà, chacun ses convictions sur Hyperliquid. Moi, je reste sur ma position que c'est trop valorisé, que ça reste un produit de niche et que les gens qui sont à fond sur Hyperliquid sont un peu biaisés de ce côté-là. Il y a d'autres produits qu'Hyperliquid qui existent, ils ont de la concurrence, faut pas non plus l'omettre. Et Hyperliquid a eu 2 petits soucis il y a pas si longtemps. C'est probablement pour ça aussi que le token en a pâti tant que ça, parce que bah forcément ça a pas fait une très bonne publicité à Hyperliquid. Mais néanmoins, malgré tout, ben je suis là pour utiliser le produit. Donc je suis dans une position intéressante. D'un côté, le token, je trouve qu'il est trop valorisé, qu'il est trop spéculé, mais j'utilise quand même le produit qui émet ce token pour le shorter. Je trouve quand même cette situation un peu cocasse. Bref, je vais mettre mes ordres limites. Je vais en mettre un premier à 32 $. J'ai mis un effet de levier, je vis dangereusement. J'ai évidemment pas besoin de vous dire que ceci n'est pas un conseil en investissement. Enfin si, j'ai besoin de vous le dire, mais bon, que je vous le dise ou que je vous le dise pas, si vous avez absolument envie de suivre quelqu'un parce que vous l'aimez de manière fanatique ou quoi que ce soit, ou parce que vous partez du principe que cette personne a un truc en plus ou je ne sais quoi, voilà, je peux vous dire ce que vous voulez, vous allez faire des bêtises. Donc le mieux à faire, c'est au moins que vous regardiez un tutoriel sur une plateforme comme Hyperliquid par exemple, que vous sachiez au moins utiliser l'outil, voilà, quitte à faire des bêtises, quitte à faire des conneries,
autant le faire en sachant utiliser l'outil. Je dis pas ça du tout parce que j'ai fait un tutoriel sur Hyperliquid. Oh, peut-être un peu. Bref, deuxième ordre limite à 38 $. Je vais le mettre un petit peu au-dessus de l'ATH du token Hype. Et je mets pas toutes mes liquidités, je garde un tout petit peu de RAB au cas où. Oh, d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise sur mon premier ordre, je me suis mis en isolé, je veux pas me mettre en isolé, je veux me mettre en croisé, parce que la différence entre isolé et croisé, isolé en gros, il y a que l'argent que je mets dans le trade que je peux perdre, et en croisé, je peux perdre tout l'argent que j'ai déposé sur Hyperliquid. Et vu que j'ai mon autre position à côté sur Bera et que j'ai le même biais que sur Hyperliquid, je préfère avoir mes deux positions en croisé. Comme ça, si jamais il y a un des deux tokens que j'ai un petit peu sous-estimé, eh bien ça peut un peu s'équilibrer. Alors si j'ai complètement sous-estimé les deux, que les deux vont à la hausse, c'est pas grave, je me ferai liquider, ça c'est mon problème, c'est pas le vôtre. Donc je reviens vite fait sur mes ordres, il faut que je coupe le premier ordre sur Hyperliquid, celui à 32 $, parce que je l'ai mis en isolé, il faut que je laisse en croisé. Donc je replace mon ordre correctement, et normalement c'est bon. Normalement je suis lancé, j'ai plus qu'à attendre patiemment. Peut-être que mes positions s'ouvriront, peut-être qu'elles ne s'ouvriront jamais, on verra bien. Tant qu'on parle de spéculation, on va partir sur un autre type de spéculation qui n'a rien à voir, puisque là on va parler de yield, on va même parler un peu de points. Et pour une fois, je fais un peu de spéculation autour des points, vous allez voir que c'est vraiment la cerise sur le gâteau dans cet exemple, et comme d'habitude, quand je fais quelque chose d'assez risqué, je le fais jamais avec mon capital de départ. J'ai fait un petit point là-dessus au début de la vidéo, quand j'avais parlé du portefeuille, j'avais dit que j'avais commencé l'aventure avec 5000 $, et qu'au fil du temps, j'ai eu des airdrops, ce genre de choses. L'argent que j'ai sur Hyperliquid avec lequel je short Hyperliquid justement et Bera, c'est l'argent que j'ai récupéré sur un airdrop. Je me souviens plus duquel, mais j'en suis sûr à 100% que c'était sur un airdrop. Ah, il me semble que c'était l'airdrop de Walrus sur la blockchain Sui. Donc j'essaye toujours de limiter un petit peu de ce côté-là. Les choses un peu dégènent, je préfère toujours le faire avec de l'argent que j'ai récupéré sur des airdrops typiquement. Ça fait toujours chier de perdre des sous, d'avoir un truc qui part à zéro, mais quitte à ce que ça arrive, je préfère que ce soit avec de l'argent que j'ai récupéré en récompense, sur un airdrop ou quoi que ce soit. Et là, c'est pareil pour Spectra, j'ai pris une position un peu dégène, puisque je me suis exposé à un yield token. Spectra, c'est un protocole qui fonctionne exactement comme Pendle, et globalement, il y a trois types d'investissements qu'on peut faire sur ces plateformes-là. Il y a les yield tokens, les principal tokens, ça c'est le côté safe, on va dire, c'est le côté pas dégène. On a les pools de liquidité, c'est un peu l'entre-deux, même si c'est plus compliqué. En réalité, c'est un petit peu comme le principal token, et le yield token, c'est vraiment le côté des gènes. En fait, un yield token, c'est quelque chose qu'on va acheter, dont son prix va aller à zéro, littéralement, mais on va pouvoir récupérer le rendement que le sous-jacent va générer. Donc ici, en l'occurrence, le rendement, c'est du Bitcoin staké sur BitFi. De ce que j'ai vu sur le protocole, ils ont l'air d'aller chercher leur rendement en faisant une stratégie delta neutre. Sur le site, le rendement affiché est de 7%. Sur Spectra, il est volatile. Un coup, il est en dessous de 7%, un coup, il est à 15%, on sait pas pourquoi. Je peux vous montrer le graphique d'ailleurs de cette API grecque. Donc, je préfère me fier à ce que je vois sur le site, me dire que, voilà, en moyenne, il est vers 7%, et en plus de ça, on a un petit système à points, il n'y a pas de token émis, parce que tout ça tourne sur la blockchain EMI. On voit le logo ici, et on voit aussi que le sous-jacent c'est du EMI BTC. Et justement, en m'exposant ce yield token, je génère des points, et l'avantage du yield token, contrairement au principal token et à la pool de liquidité, c'est qu'il génère beaucoup plus de points, puisque ça me permet de faire une sorte d'effet de levier. Je l'ai pas dit, mais ici, je me suis exposé grâce à de l'argent que j'ai récupéré sur un airdrop, on va dire. J'avais fait un post sur Twitter il y a quelques temps autour du protocole Angle, autour de leur stablecoin plus précisément, et je savais pas. Il y avait une campagne où ils récompensaient les créateurs de contenu, du coup j'ai récupéré une centaine de dollars de tokens Angle, je les ai vendus pour pouvoir m'investir sur cette stratégie en BTC. Et premier airdrop d'influenceur, écoutez, ça fait plaisir. En attendant, qu'est-ce que ça donne? Donc j'avais à peu près 0,001 Bitcoin, un petit peu plus que ça. Je me suis exposé au yield token. Comme il y a beaucoup de liquidité sur ce marché-là, il y a 21 millions de dollars de liquidité, il n'y a pas beaucoup d'écart. En tout cas, il n'y en a pas tant que ça quand on vient s'exposer au yield token, parce que c'est le gros problème de ce genre d'investissement. Comme ça permet de faire généralement un effet de levier assez énorme, là c'est un effet de levier fois 47 quand même sur les points et le yield, eh bien vous vous doutez que si j'essaye de rentrer avec 100 $,
$, bon, ça peut passer, hein, même avec un effet de levier x47, mais si j'essaye de rentrer avec un Bitcoin entier, c'est plus compliqué. Il y a quand même pas mal de liquidités sur ce marché, donc je vais vérifier, mais si j'échange un Bitcoin, ça vaut à peu près 100 000 $, hein, permettez-moi d'arrondir, et ben en échangeant ce Bitcoin, je récupère que 86 000 $ de yield token. Vous voyez que là, ça pique un petit peu le slippage. Mais bon, heureusement pour moi, j'ai pas une si grosse position, donc mes 103 $ de Bitcoin s'échangent pour à peu près 100 $ de yield token actuellement. Donc déjà sur le coup, il y a une petite perte, mais sur le papier, en théorie, actuellement, c'est assez intéressant d'être exposé au yield token. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce yield token, il a un rendement actuel autour de 7%, c'est ce que je vous ai dit, hein, sur Bitfinance, je vois que c'est à 7%, sauf que son prix sur Spectra, il est autour de 6%. Alors oui, c'est un petit peu curieux de dire que son prix, c'est un rendement sur la DeFi, mais en fait, c'est assez simple à saisir comme nuance. Actuellement, ça veut dire que le marché sur Spectra estime que si j'achète un yield token, il va me générer 5,9% d'intérêt. C'est vraiment juste un côté spéculatif, hein. Ça veut pas dire que ça va arriver, mais c'est le prix auquel il s'échange. Ça veut dire que pour ne pas perdre d'argent sur cet investissement, il ne faut pas que le yield token, son rendement descende en dessous de cette valeur. S'il descend en dessous de la valeur à laquelle je l'achète, eh ben ça veut dire que je vais perdre de l'argent. Sauf qu'actuellement, bah, il est à 7%, donc je pense que vous voyez d'où vient l'intérêt. L'intérêt vient de là. Si j'achète un truc qui est censé me générer 7%, mais que je l'achète à un rendement en dessous de ça, et ben forcément, il y a une sorte d'arbitrage à venir chercher, c'est ça qui m'a intéressé sur ce yield token. Donc 1% d'écart, ça a pas l'air intéressant, mais je vous rappelle qu'il y a l'effet de levier, donc dans ce cas-là, c'est plutôt intéressant. Par contre, le yield, il a l'air d'être distribué une fois par semaine, pour l'instant, ça doit faire 5-6 jours, je crois, que je suis sur le yield token, et j'ai reçu une fois des intérêts. Donc j'ai reçu 9,60 $ d'intérêt, ce qui est plutôt pas mal en même pas une semaine. Vu qu'il reste encore 135 jours, ça veut dire qu'il reste une vingtaine de semaines. S'il reste une vingtaine de semaines et que je gagne 10 $ à chaque fois, ça veut dire que je vais récupérer 200 $. Surtout que, à côté de ça, j'aurai les points EMI et compagnie. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Ça reste des points. Pour l'instant, c'est pas comptabilisé dans l'yield, hein. Dans les 7% qui sont affichés sur BitFi, ça prend pas en compte de quelconque point. Donc je me dis que dans le pire des cas, même si le rendement diminue un peu sur BitFi, je pourrais peut-être me rattraper sur ça, parce que avec 100 $, c'est pas hyper intéressant d'acheter du EMI BTC et d'aller m'exposer à la pool de liquidité. Parce que si je vais sur la pool de liquidité ou sur le principal token, je vais farmer littéralement avec 135 $. Alors que là, vous le voyez, en venant m'exposer au yield token, je vais pas récupérer 130 $ de Bitcoin. Je vais récupérer 0,06 yield token. Ça veut dire que je vais récupérer le rendement de 0,06 Bitcoin. Donc actuellement, hein, c'est plus de 6 000 $. Ça veut pas dire que mes yield tokens valent 6 000 $, hein, je préfère vous le dire, mais je vais récupérer le rendement de cette quantité de Bitcoin. C'est à ça que sert le yield token. Voilà, désolé, c'est une explication un peu longue, j'avais envie de rentrer dans les détails, voilà, j'étais d'humeur à rentrer dans les détails, même si le tutoriel sur Pendle arrive bientôt, je pense que ça peut pas vous faire de mal, hein, pour ceux qui s'intéressent à ce genre de protocole, d'en savoir un petit peu plus sur le yield token. Un peu plus loin dans la vidéo, je vous ai dit qu'il y en a un autre qui m'intéressait, on en reparlera brièvement du yield token, mais j'irai un peu plus vite cette fois, parce que là j'ai posé un peu les bases, et comme pour le côté short ou quoi que ce soit, ça reste quand même un pari d'investir sur un yield token, hein, c'est pas quelque chose de garanti, c'est l'inverse du principal token sur ce type de protocole, où là pour le coup le rendement est garanti. Sur le yield token, c'est volatile, si demain BitFi se fait hacker, ou que pour une raison X ou Y ils arrivent plus à générer 7% d'intérêt, je peux me retrouver en perte sur cette position. On aura probablement l'occasion d'en reparler de ce yield token. Ah oui, juste un truc, EMI, je l'avais mis de côté, ils ont levé 15 millions de $, on voit Easy Labs à la table. Easy Labs, c'est le nouveau nom de Binance Labs, donc j'aime bien les voir dans les investisseurs en général. Ça veut pas dire que ça va être les meilleurs airdrops, mais bon, ça veut dire qu'il y aura probablement un listing Binance, que co-listing ça vaudra probablement quelque chose. Et un autre truc par rapport au point, si jamais vous voulez farmer sur la blockchain EMI, pas nécessairement sur le yield token, hein, vous pouvez vous exposer sur le rendement fixe, qui est pas hyper intéressant actuellement sur Spectra, parce que le rendement fixe, il est en dessous du rendement qu'on a sur BitFi. En théorie, si on s'expose sur Spectra, on a moins de rendement que si on détient juste le collatéral entre ses mains. Mais voilà, si vous voulez farmer autour de cet écosystème, l'écosystème EMI, pensez à aller sur le site. Tous les liens utiles seront dans la description. Il faut absolument s'enregistrer, il faut faire une petite signature avec son portefeuille, sinon vous n'allez pas commencer à générer de points. C'est vraiment con ce genre de choses, mais ça arrive de plus en plus qu'on retrouve ce genre de mécanisme sur la DeFi. Forcément, hein, si on met juste une petite signature à faire
avant ou après l'airdrop, il n'y a pas tout le monde qui va y penser, donc si tout le monde n'y pense pas, eh bien il y a des chances de rendre l'airdrop un petit peu plus croustillant, on va dire, pour ceux qui ont vraiment pensé. Si je vais sur mon dashboard ou sur le classement, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas l'air d'avoir de points, ça a l'air d'être mis à jour de temps en temps. Et je viens de penser à, est-ce que je m'étais connecté avec mon portefeuille, à vrai dire, sur le site d'Emi? Je suis pas sûr à 100%. Bon, en tout cas, les points sont mis à jour de temps en temps. N'ayez pas peur si vous voyez 0 au bout de 24-48 heures, hein, peut-être que ce sera mis à jour un petit peu plus tard. À présent, on enchaîne avec la petite partie sur Etherlink. Il faut que j'aille revoir ma position sur Superland. Juste avant ça, j'envoie $1 sur cet écosystème. Vous allez comprendre pourquoi j'ai besoin d'$1. À vrai dire, je crois que j'ai même besoin d'envoyer $2. Dans le doute, je vais plutôt envoyer $2. Et pour ça, je m'embête pas. Vu que c'est une petite somme, je vais utiliser gas.zip. C'est un outil qui me permet d'échanger de quoi payer les frais sur une blockchain A vers une blockchain B. Alors en entrée, on n'a pas non plus le choix de toutes les blockchains possibles, mais pour la sortie, on a le choix avec tous les écosystèmes compatibles sur Layer 0 ou quasiment tous. Donc j'envoie $2 d'Ether d'Optimism vers du Tezos sur Etherlink, ça va m'être utile. Pourquoi ça va m'être utile? Parce que sur Etherlink, en ce moment, il y a des incentives sympathiques, hein, il y a des rendements bonus assez croustillants. Le souci de ces rendements bonus, c'est que ce sera payé à la fin du mois de juin, il me semble. Donc pour l'instant, je farm des pseudo-points. C'est pas vraiment des points parce qu'ils ont une réelle valeur derrière, c'est pommes, ils appellent ça comme ça. Et actuellement, j'en ai farmé 22 000 et des poussières, ce qui équivaut à $22 et des poussières. 1000 pommes, ça vaut $1. Et si je dis pas de bêtises, ce sera converti à la fin en token Tezos. Donc ce sera $1 de Tezos. Après, $1 de Tezos à quelle date? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est à la fin de la campagne? J'en sais rien. Je suppose que ce sera par rapport au prix à la fin de la campagne. Ou peut-être au début. C'était peut-être au début de la campagne, qui sait. En tout cas, j'avais trouvé une stratégie pour maximiser mes pommes. J'avais déposé des stablecoins que j'ai convertis en M-Basis. Je vais pas revenir là-dessus, hein, j'en ai parlé dans le précédent épisode. Voilà. Si vous regardez pas tous les épisodes, tant pis pour vous, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai fait à chaque fois. Donc, pour optimiser ça, depuis le dernier épisode, hein, j'en ai pas parlé en vidéo, en tout cas j'en ai pas parlé sur la chaîne principale. Par contre j'en ai peut-être parlé sur la chaîne secondaire, hein, voilà, je dis ça, je dis rien, clin d'œil, AZK Crypto Degen, hein, si vous n'étiez pas abonné, n'hésitez pas à jeter un œil. Bref, la stratégie que j'ai trouvée, c'était d'emprunter du Bitcoin et de le redéposer, parce qu'en le redéposant, du coup, je l'emprunte à 3%, et en le déposant, certes, je vais perdre un petit peu parce que je vais récupérer des pseudo-points, mais les pseudo-points ils sont censés valoir 15% APR. Donc on voit tout de suite hein, à quel moment c'est intéressant. J'emprunte à 3%, je dépose à un pseudo 16%, la boucle est cool. Sauf que, il s'est passé un truc, forcément il y a pas mal de gens qui font comme moi, qui font la boucle, et bah ça c'est pas hyper intéressant pour le protocole d'avoir des gens qui font des boucles. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a un malus en gros pour ceux qui viennent faire les boucles. En gros, si j'ai le même token déposé et emprunté, ma position va s'annuler en quelque sorte, et bah du coup ça sert littéralement à rien de redéposer des bitcoins comme ça. Je vais pas générer plus de points. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je retire mes bitcoins et que je rembourse ma position, et c'est pour ça que j'avais besoin de $2. Mon emprunt, il a un taux d'intérêt plus élevé que mon dépôt, si on retire les points, donc forcément, taux d'intérêt plus élevé, ça veut dire qu'il y a plus d'argent ici, donc j'ai plus de dettes que ce que j'ai de déposé. Donc j'ai juste bridgé $2 pour racheter un tout petit peu de Bitcoin pour rembourser entièrement ma dette. J'aurais pu garder $1, $2 de dette sur le protocole, c'est pas hyper dérangeant, mais j'ai pas envie de garder 1 ou $2 de dette. Hein. Dans le pire des cas, ça va me générer quoi, 5 centimes, 10 centimes de dette en plus, c'est pas dramatique, mais voilà, j'ai juste envie de couper, comme ça quand je voudrais retirer mes stablecoins, et ben j'aurais juste à les retirer. Il va pas me rester $1 ou $2 d'emprunter, ça va pas m'embêter plus tard. Bref, trêve de blabla, parce qu'en plus je vais avoir un petit peu de travail devant moi. J'ai fait la boucle en 2 fois. Donc j'ai emprunté je sais plus combien de bitcoin, je les ai déposés, j'ai vu que mon X-Factor était large, donc j'ai remprunté du bitcoin, et voilà, là je me retrouve à faire la même chose dans le sens inverse, donc je retire du BTC, je rembourse une première partie de ce que je peux rembourser, et je vais retirer le reste ensuite. Je pense que vous avez l'idée. Je vais aller sur un autre protocole. Alors j'ai 2 choix sur cet écosystème, il y a 2 DEX principaux, il y a Iguanadex et Anji. Je vais utiliser Anji parce que pourquoi pas, et je vais convertir mes tokens Tezos en BTC. Je pense que si je convertis 2,5 tokens Tezos,
il va me rester assez pour payer mes frais de transaction et j'aurai largement assez de BTC. J'en aurai même probablement un peu trop, ce qui est pas très grave, hein. Je préfère, tant qu'à avoir 1 ou 2 dollars de Bitcoin qui traînent sur ce portefeuille, je préfère que ce soit sur mon portefeuille justement, plutôt que ce soit de la dette sur le protocole de prêt et d'emprunt. Donc, maintenant, je vérifie vite fait sur Rabby. Ma transaction est passée, j'ai pas le petit 1 ici qui me dit que j'ai une transaction en cours. Je clique sur repayer et a priori je peux repayer tout le reste de ma dette. Alors j'aurais pu continuer d'emprunter du Bitcoin, de l'Ether, du Tezos ou même un stablecoin et d'aller en faire autre chose ailleurs sur un autre protocole, voire même j'aurais pu faire quelque chose d'autre, j'aurais pu continuer d'emprunter du Bitcoin, peut-être pas avec le mini effet de levier que j'ai fait, mais j'aurais pu juste l'envoyer sur un autre portefeuille et le déposer, vous voyez, sur Superland, mais sur un autre portefeuille. C'est totalement faisable comme genre de boucle. J'ai pas envie de m'embêter avec ça, mais voilà. Pour les petits malins d'entre vous, vous savez que la boucle est encore faisable, pas avec de l'effet de levier. Typiquement, je pourrais emprunter 500 dollars de Bitcoin, même un petit peu plus, les envoyer sur un autre portefeuille et les redéposer pour venir faire un petit peu d'effet de levier, un minimum, et farmer un peu plus de points. C'est largement faisable, les frais de transaction coûtent que dalle sur Etherlink, mais j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Je pense que dans le pire des cas, je vais peut-être rater 5-10 dollars d'intérêt, peut-être même un tout petit peu plus. C'est pas dramatique. Je préfère avoir une position un petit peu moins embêtante, quitte à sacrifier quelques dollars d'intérêt. Mais pour les plus malins d'entre vous, ceux qui sont pas embêtés à faire ce genre de boucle, voilà, hein, je dis ça, je dis rien, il y a moyen de continuer de boucler un petit peu. On enchaîne maintenant sur Berachain. Ah, enfin je sors de cet enfer, mais c'est pas totalement fini. Dans le dernier épisode, j'ai un doute si c'était dans le dernier épisode ou si j'avais fait ça en live. J'ai peut-être fait ça en live, bref, je sais plus du tout quand je l'ai fait, mais j'avais posé de base du BTC dans le Vault pour Berachain sur Lombard, il fallait attendre le 6 mai pour récupérer ses liquidités, le 6 mai est passé, le petit souci, c'est que y a encore un délai d'attente. Ne croyez pas que ça va être instantané quand même. Non, il fallait attendre jusqu'à 3 jours pour pouvoir avoir enfin la main sur ces tokens, et là où certains protocoles comme Etherfi c'est automatisé, les tokens sont directement envoyés sur les portefeuilles, là c'est manuel. Il faut que je retourne sur le site, sur l'interface de Lombard, que je retire mes BTC, et encore une fois, là où sur Etherfi, sur d'autres protocoles, le retrait s'est fait sur Ethereum, ici ça se fait sur Berachain. Donc ça me fait un peu chier, voilà, on va pas... je vais pas prendre de pincettes, ça m'embête, ça m'arrange pas de devoir faire un aller en plus, parce que j'ai pas envie de rester sur Berachain. Donc mes LBTC, je vais devoir les envoyer sur Ethereum. De base, je pensais que j'allais les laisser sur Ethereum, mais j'ai trouvé plus intéressant à faire sur la blockchain Base, donc je vais devoir faire 2 chemins avec mes LBTC, c'est un petit peu chiant, mais c'est comme ça. D'ailleurs, je reviens vite fait sur l'onglet du Vault de Lombard. Faites attention, si vous n'avez pas encore pensé à récupérer vos liquidités, il y a 2 manières de faire. Soit vous pouvez récupérer vos récompenses et mettre à jour vos liquidités, soit vous pouvez sortir et retirer vos liquidités. Alors dans tous les cas, il y aura un délai, hein. Si vous sortez, il y a le délai de 3 jours avant de faire la transaction que je viens de faire, le retrait. Mais si vous mettez à jour, en plus c'est hyper putassier, désolé du terme, mais ils mettent bien en avant. Regardez, tout est dans le détail. Le texte est plus gros, ils mettent en avant que c'est ici pour récupérer les récompenses, alors que en dessous, si on décide de sortir, on récupère aussi les récompenses. Donc c'est un peu putassier la manière de faire, je suis désolé, je trouve pas d'autres termes plus sympathiques. Il y a d'autres protocoles qui ont des vaults et clairement ils ont pas fait ça, ils ont fait un bouton claim, peu importe hein, si vous voulez sortir, rester ou quoi que ce soit. Là je suis vraiment pas content de ce qu'a fait Lombard, parce que Lombard ils ont créé un nouveau vault maintenant sur Berachain avec Centaura. Alors le vault a l'air quand même un peu sympathique, il va générer du rendement natif, en plus de ça il y aura des points et compagnie. Bon, vu ce que ça a donné sur le vault de Berachain, j'ai clairement pas envie de rester dessus, mais ça pourrait être pire. On va dire que ça pourrait être pire ce vault. Par contre, ouais, j'aime pas le fait de mettre en avant que les rewards ils se réclament ici et de le mettre en plus gros, de le mettre plus en avant. C'est pas hyper cool. Alors forcément, hein, pour eux c'est bénéfique hein, que les gens restent sur leur protocole, mais c'est quand même pas hyper classe. Alors, non, je vais pas aller sur Jumper pour échanger mes tokens. Je pense pas que Jumper va réussir à bridger mes tokens. Je vais aller sur Lombard et je vais devoir recharger la page. Donc, Berachain, et je vais envoyer mes LBTC de Berachain à Ethereum.
De toute façon, j'ai pas le choix. Ça m'aurait bien arrangé de pouvoir aller directement sur Base, mais c'est pas grave. J'ai fait une autre bêtise, on va dire, depuis le dernier épisode, vous allez comprendre. Avant ça, je bridge, j'envoie mes tokens sur Ethereum, et... Ok, je vais avoir besoin de jumper finalement, c'est vrai, il y a des frais de bridge, en ce moment en plus les frais sont revenus un petit peu à la hausse sur Ethereum, donc il va falloir que je convertisse mes récompenses, mes WBERA en BERA tout court, parce que j'ai besoin de tokens BERA dans mon portefeuille, pour la simple et bonne raison que le bridge sur Lombard utilise Layer 0, et Layer 0 ça nécessite absolument du gas token dans le portefeuille. Voilà, si je veux bridger de BERA Chain à Ethereum, actuellement il me faut 2,5 tokens BERA pour envoyer ça sur Ethereum. Je pourrais attendre que les frais baissent un peu sur Ether, parce que si les frais baissent sur Ether, j'aurai forcément moins de frais ici. Là c'est quand même 10$ au cours actuel, ça pique un petit peu, mais j'ai pas envie de me fatiguer. Il y a des chances qu'en plus les frais restent un petit peu élevés sur Ethereum. Actuellement on est à 8 Gwei, il y a encore pas si longtemps on était à 1 voire 2 grands max toute la journée. L'euphorie revient un petit peu sur le marché, c'est encore léger, même s'il n'y a pas trop de raisons que ça revienne super fort sur Ethereum, comme on a connu en 2021, pour la simple et bonne raison que tous les trucs les plus dégènes se passent plus sur Ethereum maintenant, il y a Solana pour ça et compagnie. C'est encore pire que prévu. Là sur le portefeuille, sur la simulation, il me dit que ça va me coûter 3 BERA. C'est pas grave, c'est les intérêts que j'ai générés de toute façon sur le vol de Lombard Finance, donc c'est pas dramatique. Voilà, je vais juste perdre une partie de mes intérêts. Et normalement c'est pas hyper long pour recevoir mes tokens sur Ethereum, donc en attendant je vais juste vous parler de la bêtise que j'ai faite depuis la dernière fois. Alors je reviens sur mon tableur, vous voyez qu'il y a une petite case rouge ici, parce que j'avais du Bitcoin sur le vault de BERA Chain, mais aussi sur le vault normal, on va dire, de Lombard. Et ces liquidités, elles étaient sur Base. Sauf que je me suis dit, oh, je vais peut-être les envoyer sur Ethereum, sur AAV il y a pas mal de liquidités, j'irais bien foutre tout ça sur Ethereum, comme au total, si on regroupe toute la quantité de Bitcoin que j'ai sur ce portefeuille, c'est quand même une position assez large, je pouvais me permettre d'aller sur Ethereum, et je peux toujours me permettre de le faire. Et c'est pour ça que j'avais envoyé les Bitcoins qui étaient sur Base vers Ethereum. Mais là, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu plus intéressant d'emprunter sur Base. Pourquoi c'est plus intéressant? Alors, je peux déposer du LBTC ici. C'est pas pour ça, mais il y a quand même un petit avantage à déposer. Il y a des intérêts bonus. On peut gagner un petit peu du SDC en déposant du LBTC. L'APR est vraiment faible. 0,3%, ça va pas faire une grosse différence, mais c'est toujours un petit bonus sympathique. Ce qui m'intéresse le plus, ça va être le Go. Actuellement, je peux pas l'emprunter, donc je vais me rabattre sur un autre stablecoin, mais j'espère que y a de la place qui va se faire, que je pourrai remprunter du Go, parce qu'actuellement, on l'emprunte quasiment à 0%, il y a 3,5% d'intérêt, et par-dessus ça, il y a du rendement bonus en Go quand on vient en emprunter. Et autre truc qui est intéressant à emprunter, c'est l'EuroC, le stablecoin euro de Circle, et on a un taux assez intéressant dessus. On paye certes 5% sur l'emprunt, mais par-dessus ça, on récupère 4% d'intérêt bonus en EuroC, donc ça s'équilibre. On n'est pas sur un taux à 0, mais on est sur un taux assez faible, donc c'est intéressant. Et comme j'ai un petit biais, je suis plutôt bearish, baissier sur l'euro, si j'emprunte de l'EuroC, que je le convertis en stablecoin dollar, et que par chance j'ai raison, l'euro se déprécie par rapport au dollar, ça va me faire gagner de l'argent juste sur ça. Mais vous me connaissez, je vais pas garder des stablecoins dollars sur mon portefeuille, j'ai prévu de les déposer sur des protocoles, donc de générer du rendement, ça ce serait juste la cerise sur le gâteau si l'euro se dévalue. Il était quasiment à la parité en tout début d'année, et il a pris plus de 10% face au dollar. Là forcément ça rebaisse un petit peu, je suis pas un expert chartiste ou quoi que ce soit, moi ça m'amuse pas de tracer des traits sur des graphiques, même si ça peut m'arriver de temps en temps de le faire, mais c'est vraiment pas mon délire, c'est pas comme ça que je fonctionne, donc j'ai un biais, je pense qu'euro a des chances de se dévaluer par rapport au dollar, mais forcément ça m'embête un petit peu de rentrer maintenant, sachant que là il a déjà commencé à baisser. Alors peut-être que il a pas fini de baisser, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années, il y a des moments où quand l'euro baisse, il baisse pendant très longtemps, ça peut se compter en mois, voire limite en années, et en plus si on prend un peu de recul, à part sur ses premières années de circulation où il a stonks littéralement, depuis il a tendance à faire un petit peu l'inverse, à repartir à la baisse. Je suis pas là pour faire de la géopolitique ou quoi que ce soit, je vous dis juste que j'ai mon biais sur l'euro, mais du coup comme
Bah là, c'est pas la meilleure position, je trouve, c'est pas le meilleur moment, c'est pas le meilleur timing pour emprunter de l'euro. Typiquement, s'ils venaient de nous faire une giga bougie verte, qu'un euro vaudrait 1,15$, ce serait très tentant pour moi d'emprunter de l'euro. Là, ce que je vais faire, je vais emprunter la moitié en euro C et la moitié en USDC. Et évidemment, hein, je vais tout convertir en USDC. Et ensuite, j'irai farmer sur différents protocoles. Vu que j'ai quand même une bonne taille en BTC, peut me permettre d'emprunter et d'aller farmer sur plusieurs protocoles. Maintenant, j'ai bien parlé, il y a des chances que mes liquidités soient arrivées sur mon portefeuille. Je vais vérifier ça, j'ai pas l'impression... Ah si, c'est le cas, c'est juste pas actualisé sur Lombard, donc je vais recharger la page. Alors a priori, Lombard me dit que j'ai pas de quoi payer les frais de transaction sur mon portefeuille. Ah oui, il y a des chances. J'ai 1,66$ d'Ether sur mon portefeuille. Ah, c'est quelque peu embêtant tout ça. Alors a priori, j'ai généré de la plus-value en BTC. J'ai plus de LBTC qu'au début, depuis que je les ai déposés sur les vaults. Donc je pourrais encore une fois attendre que les frais diminuent un peu sur Ethereum, mais je suis même pas sûr qu'ils me laissent envoyer mes tokens. Ce que je vais faire, c'est que je vais convertir un tout petit peu de LBTC en Ether. Alors peut-être pas cette quantité-là, on va voir un peu les choses à la baisse. 10$. Ça pourrait être pas mal, ça peut le faire. Ah oui, quand même, ça me coûterait 8$ le swap. C'est si cher que ça en ce moment sur Ethereum. Bon, ben écoutez, je vais laisser ça en stand-by. Peut-être que d'ici à ce que je fasse le montage de la vidéo, j'aurai trouvé une bonne opportunité. C'est AZK du montage, je fais une petite coupure dans la vidéo parce que depuis que je l'ai enregistré, j'ai pu déposer mes LBTC sur AAV et j'ai commencé à faire mes emprunts, à faire mes carabistouilles dans mon coin. Vous avez tout à l'écran, mes LBTC sont déposés, j'emprunte à moitié en EURC, à moitié en USDC. Bon, en réalité, j'ai un tout petit peu plus d'EURC, donc on va pas chipoter, on n'est pas loin du 50-50, mais oui, c'est pas du 50%, 50%. Bref, qu'est-ce que j'en ai fait de ces stablecoins que j'ai empruntés? Comme je l'ai dit dans la vidéo, les EURC, je les ai convertis en USDC. Peut-être que c'était une bonne idée, peut-être que ce sera une mauvaise idée, on verra bien. J'ai déposé une bonne partie des USDC sur Napier, parce que je pouvais choper un rendement fixe à quelque chose comme 14-15% annualisé, et je trouve que c'est pas mal du tout. J'ai déposé 1000$ de plus sur Bifi Finance. Il y a une pool sur Curve Finance avec de l'USDC et du Staked CRV USD. Donc c'est deux stablecoins avec lesquels je suis plutôt à l'aise. Le rendement est pas incroyable, mais il est pas si mauvais. Je trouvais que ça passait bien dans le cadre de la diversification. Et en dessous, on a deux protocoles un peu plus dégènes. Arcadia Finance, dont j'ai déjà un peu parlé, essentiellement sur la chaîne secondaire. Je crois pas en avoir beaucoup parlé sur la chaîne principale. Ça fonctionne un petit peu comme Extra Finance, c'est un protocole où on a deux aspects, on a l'aspect lending où on peut déposer des USDC, de l'Ether et du Bitcoin, et un côté où on peut faire du farming avec levier, des stratégies en delta neutre et compagnie. Donc j'ai déposé 600 USDC sur Arcadia, et il y a un autre protocole qui est assez récent, qui est un peu dans cette même idée d'Extra Finance, où on peut déposer des USDC en lending, et il y a un côté levier pour ceux qui ont des tokens de pool de liquidité sur Vélodrome et sur Aérodrome. Le protocole s'appelle 40 acres en bon français, j'imagine qu'il faut plus le prononcer à l'anglaise, mais j'ai peur de mal le prononcer, donc bon, je vous laisse faire la prononciation de votre côté. Et dessus, j'ai déposé moins de liquidité que sur les autres protocoles, forcément c'est le plus récent, j'ai pas beaucoup de recul dessus, donc j'ai déposé 500 USDC parce que le rendement était pas mal. Alors c'est du protocole de lending, donc forcément les rendements sont volatiles, mais je le surveille depuis une bonne semaine. Le rendement était autour de 20%, là il est descendu autour de 14%, ce qui est quand même pas mal du tout pour du lending. Arcadia on était autour de 10% quand j'ai déposé, Bifi pareil autour de 10%, donc voilà. Globalement j'ai réussi à trouver des trucs assez sympathiques à faire sur Base, j'aurais pu trouver des choses en dehors de Base, mais j'ai préféré rester sur cet écosystème. C'est pas impossible que d'ici le prochain épisode je change une de ces stratégies, peut-être que le rendement va dégringoler sur Bifi par exemple, et que je vais vouloir bouger mes USDC sur un autre protocole. On en reparlera en temps voulu, et on peut repartir avec le reste de la vidéo. Alors je vous préviens, j'ai coupé pas mal de choses, parce que de base je vous avais parlé de ce que je comptais faire, et je l'ai fait. Donc on enchaîne directement avec un truc que je vais dire autour d'Hyperliquid. En ce moment je balance un petit peu, j'ai des choses à dire sur tout ça. Hyperliquid, je trouve qu'ils se reposent trop sur leurs acquis, à part leur blockchain qui se développe un petit peu, sur leur protocole de trading, à part des nouveaux tokens qui sont listés, il n'y a pas grand chose de nouveau, et je reproche un peu ça à Hyperliquid. Surtout que, voilà, vous pouvez me parler de leur Layer 1 ou quoi que ce soit, c'est quand même très semblable à ce qui se fait sur d'autres écosystèmes. Enfin, ils ont pas réinventé la roue, Hyperliquid. Et je pense pas qu'ils cherchent de toute façon à réinventer la roue. Ils cherchent juste à faire de bons produits Hyperliquid, et sur ça, leur protocole de perpétuel,
il est génial. La preuve, mes positions à la baisse, je les ai ouvertes sur Hyperliquid, je les ai pas ouvertes sur Vest Exchange. Et en plus, il me semble que sur Berachain, voilà, il n'y a pas de funding. Ça veut dire que je préfère garder ma position sur Hyperliquid et payer des frais pour la tenir que de migrer ma position sur Vest et de ne pas avoir de frais dessus. Donc, vous pouvez penser que je suis anti-Hyperliquid ou quoi que ce soit, c'est votre droit, le plus total, mais je sais quand même reconnaître quand un protocole est bien, quand il y a quelque chose d'intéressant à faire. Voilà, pour moi c'était important à dire, le produit est bien, mais je le dissocie complètement de son token. Il y a toujours un petit peu de corrélation entre les deux, évidemment, hein. Quand il y a eu les hacks sur Hyperliquid, enfin les problèmes on va dire plutôt, il y en a qui sont pas d'accord avec le terme hack, mais quand il y a eu les soucis sur Hyperliquid, forcément le token hype en a pâti, donc parfois ça peut être corrélé, hein, le token et le protocole, je suis d'accord, mais je préfère quand même voir ça comme deux trucs séparés, et je pense que la plupart du temps, j'ai pas tort. Je vais encore vous embêter pendant 5-10 minutes, je l'ai dit dans le sommaire, il y a un autre yield token qui m'intéresse, c'est sur Pendle cette fois-ci, et c'est autour du GUSDC. Alors il faut quand même se renseigner un petit peu sur le collatéral, c'est important. Le GUSDC, c'est des stablecoins qui vont être déposés sur Gtrade. Gtrade, c'est un protocole de perpétuel, c'est un vault qui fonctionne pas exactement comme celui d'Hyperliquid et de Vest. Là de tête, je saurais pas vous dire quelle différence il y a exactement entre ce stablecoin, enfin entre ce vault sur ce protocole et celui d'Hyperliquid et compagnie. Mais voilà, c'est le constat que j'ai, il génère un peu moins de rendement en moyenne, mais le risque est quand même un peu plus faible. Et justement, en parlant de moyenne, ici sur ce graphique, vous voyez trois courbes. Alors la courbe claire, c'est le rendement sur 24 heures. Donc ça monte, ça descend, c'est assez volatile. En bleu foncé, c'est le rendement moyen sur 7 jours. Et en vert, c'est le Implied APY, c'est le rendement entre guillemets auquel je vais pouvoir m'exposer sur Pendle. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh ben, le rendement moyen sur 7 jours, il est à 13% actuellement, et le Implied APY, celui auquel je vais acheter, il est autour de 10%. Donc, dans ce cas de figure, si les rendements ne bougent pas, si le rendement moyen reste à 13% jusqu'à la date de maturation, eh ben je vais pouvoir faire une plus-value là-dessus. Quand on regarde sur les derniers jours sur la courbe claire, le rendement est passé quand même de 19% à 9%, même 8%, donc c'est assez volatile, mais vu qu'on est reparti dans une phase un petit peu plus euphorique sur le marché, je me dis que il y a moyen que ça dure encore un petit peu de temps, et je pense que ce yield token, ça peut être un bon pari. D'ailleurs, on peut faire une simulation sur Pendle, c'est pas impossible qu'il y ait cet outil sur Spectra, mais il me semble pas. Donc, admettons que j'investisse 100 GUSDC, donc ça vaut 118 $ actuellement, et que le rendement moyen, on va même être un petit peu pessimiste, voilà, on va dire qu'il reste en moyenne jusqu'à la fin à 12% annualisé, ce qui est en dessous du rendement moyen actuel, hein, il est à 13%. Eh bien, si je fais un petit calcul, je devrais gagner 19 $ en achetant du yield token, beaucoup plus que si j'achète du principal token, hein. Sans surprise, je vous rappelle que le yield token, ça sert à faire un effet de levier sur le yield. Si les choses vont très bien pour moi, que le rendement il va même au-dessus, allez, faisons une projection, soyons fous, qu'il va à 15% en moyenne, dans ce scénario-là, je gagne même 51 USDC. Ce serait super hein, comme scénario, et admettons que ça tombe à 10% en moyenne, donc là je serai à moins 3 $, donc je serai légèrement en perte. Donc globalement, il faut qu'en moyenne il reste à plus de 10%, même plus de 10% et demi je dirais, pour que ce soit intéressant. Et pour l'instant, j'ai pas spécialement de liquidité sur Arbitrum, j'ai un petit peu d'Ether qui traîne sur ce portefeuille, mais j'ai pas tant envie que ça de toucher à l'Ether qui traîne. En fait, j'ai remarqué que sur mon portefeuille, j'avais quelques miettes par-ci par-là, alors c'est quand même des grosses miettes hein, pour certaines. Vous voyez, j'ai les tokens Bera que j'ai farmés sur le vol de Lombard, on en a parlé un petit peu plus tôt. J'ai vu que j'avais des tokens Silo que j'ai farmés sur Optimism, je les avais complètement oubliés. Ensuite, si je creuse vraiment loin, si je vais chercher, j'ai un petit peu d'Ether sur Zcasing, j'en ai pas trop besoin. J'ai des tokens Core sur la blockchain Core, j'ai un petit peu de Cro sur la blockchain Chronos. Je pourrais m'amuser à récupérer des petits dollars par-ci par-là pour investir un peu plus sur ce yield token. Je vais peut-être le faire sur mon temps libre, c'est pas impossible, mais là pour cette vidéo, j'ai juste échanger mes tokens Bera contre des USDC sur Arbitrum et les tokens Silo, donc ça va me faire 50 $ à peine, hein, c'est pas une énorme position. Comme d'habitude, hein, sur les positions des gènes, j'essaye toujours de pas mettre des grosses liquidités, de privilégier soit les airdrops, soit des trucs qui pourraient traîner comme ça sur mon portefeuille. Donc je vais commencer par échanger mes tokens Silo,
Ok, parfait, je peux les échanger directement contre des USDC sur Arbitrum, ça m'arrange bien. Et là, je vois que relais, ça peut être un des deux chemins à utiliser, ça a l'air de bien fonctionner. Alors, j'ai un meilleur retour sur Across, mais je pense que je vais passer par relais. Je fais juste une vérification. Si je veux échanger mes tokens Bera, ça me fait aussi passer par relais ou pas? Ouais, ça me fait aussi passer par relais, j'ai un tout petit peu mieux sur Stargate, mais ce que je vais faire, c'est que je vais pas échanger sur Jumper. Je l'avais fait, je crois, dans le dernier journal DeFi. Même si Relais c'est intégré par Jumper, si j'ai envie de spéculer un petit peu sur l'airdrop de Relais, il vaut toujours mieux passer sur leur interface. Donc, ce que je vais faire, c'est que de toute façon, c'était le bridge que je comptais utiliser sur Jumper. Je vais passer par leur interface, ça m'arrange. Là, sur Bera, je compte pas y retourner, donc je vais échanger le plus de tokens Bera que je peux. Heureusement, grâce à Rabi, je peux utiliser le Gas Account. J'ai même pas besoin d'avoir de quoi payer mes frais de transaction. Enfin, ma transaction n'est pas gratuite non plus, hein. J'ai une sorte de portefeuille dans lequel j'ai pu mettre un petit peu de stablecoin et ça me permet de payer mes frais de transaction sur n'importe quel écosystème qui est supporté par Rabi. Ça, c'est un des meilleurs outils qui existent. Je sais pas s'il y en a qui utilisent le Gas Account, ça s'appelle, de Rabi, mais honnêtement, c'est tellement utile. Combien de fois depuis des années j'envoie 5 $ sur telle blockchain par-ci par-là et au final ça me sert quasiment pas, et du coup on le voit, hein, je peux boucler avec ça, mais pourquoi j'ai 5 $ sur Zora, pourquoi j'ai 5 $ sur Chronos, pourquoi j'ai 3 $ sur Avalanche, 2 $ sur la blockchain d'OKX et compagnie? Bah, c'est parce que à chaque fois, voilà, j'avais besoin de frais par-ci par-là. Alors j'ai l'impression que mon swap n'est pas passé. Comment ça se fait? Pourquoi c'est pas passé? Alors, a priori, la transaction est toujours en cours, donc bon, je vais laisser ça de côté pour l'instant pour Bera Chain. Je vais enchaîner avec Optimism. Je vais échanger mes tokens Silo. D'ailleurs, il a pas l'air de les reconnaître. Est-ce que si j'écris Silo? Ok, parfait. Il me propose le token, c'est le bon, puisque bah, je vois ce que j'ai dans mon portefeuille. Et je parlais du Gas Account, vraiment très très bonne fonctionnalité. C'est peut-être pas quelque chose d'utile pour tout le monde, mais dans mon cas de figure, dans le cas d'un farmer qui aime bien découvrir tous les petits écosystèmes, je peux vous dire que c'est bien utile cette fonctionnalité. Parce que Rabi, ils sont pas du genre à juste être disponibles sur 3-4 écosystèmes, hein. Ils ont tendance quand même à être disponibles sur tous les nouveaux petits écosystèmes, et ça c'est bien cool. Alors a priori ça a l'air d'être passé pour mes Bera, puisque là j'ai quasiment 50 USDC sur mon portefeuille, donc je pense que c'est bon. Je vais retourner sur Pendle, et je vais probablement devoir recharger la page, parce que il ne voit pas que j'ai mes USDC sur mon portefeuille. Ah, décidément, j'aurais fait combien de... À votre avis, combien j'ai fait de F5, combien de pages j'ai actualisé dans cette vidéo? Je pense que ça doit être au moins la 5e fois. Ah, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Sachez que dans la DeFi, F5, c'est la touche de votre clavier que vous allez le plus utiliser pour ceux qui sont sur PC. Bref, j'y suis enfin, c'est les dernières transactions de cette vidéo. Ah oui, un autre petit truc, sur Pendle, j'ai pas de problème à utiliser des USDC comme ça pour m'exposer au yield token, parce que même si derrière c'est des GUSDC, vous voyez, c'est pas des USDC tout court. Donc Pendle, il va devoir faire le swap, il va devoir échanger mes USDC en GUSDC. Et je m'en fais pas trop sur Pendle, ils ont un très bon agrégateur, des fois ça fonctionne mieux que OneInch et compagnie, donc vraiment rien à dire sur l'agrégateur de Pendle. Par contre, pour avoir utilisé un petit peu Napier, Spectra, leurs agrégateurs ils sont pas aussi bons, donc si vous avez besoin de déposer tel token bien précis sur Spectra ou sur Napier, tout à l'heure je vous ai montré un exemple là avec le Super USDC, dans ce cas de figure là ça a pas l'air de poser problème, mais sur d'autres pools de liquidité, je me rappelle que je m'étais exposé un principal token sur l'USR il y a pas si longtemps, je peux le retrouver sur mon dashboard puisque bah, j'ai toujours ma position, vous voyez j'ai du principal token sur l'USR. Pour lui, j'ai fait le swap au préalable sur Jumper, j'ai pas laissé Napier faire le swap à ma place parce que leur agrégateur est pas terrible. Peut-être que ça changera avec le temps, mais pour l'instant, voilà, gardez ça en tête. Sur Pendle, vous pouvez y aller, mais sur Napier et sur Spectra, vaut mieux faire attention et swapper dans le bon token. Bref, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Ah oui, je me rends compte que j'ai pas mis à jour mes positions sur mon tableur. Du coup, ça, je vais le supprimer. J'ai plus de Bitcoin déposé sur des protocoles pour l'instant. On verra la prochaine fois. Ici, je peux mettre que je short Bera et Hype, du coup. Et là, j'aurais plus qu'à rajouter mes 2 positions sur les yield tokens. Hein. Normalement, c'est tout ce que j'oublie. J'ai la flemme là de le faire dans cette vidéo. Je le ferai encore une fois après, ça presse pas. Bref, il faut que je mette un terme à cette vidéo, sinon je vais continuer de parler, je vais pas m'arrêter. Donc, je vous souhaite le meilleur. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!